Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. J'attends des petites réponses dans le chat. Ah. Ok. Il y a des infiltrés dans les participants. Bonjour, merci pour les réponses. Avant de commencer et de laisser la parole à nos deux intervenants, je voulais juste dire que pour les prochains webinaires, je vous envoie le lien LinkedIn de notre page pour que vous soyez tenus au courant des prochaines nouveautés. Voilà. Merci, Jemile. Donc, à nous de jouer. Donc, on va essayer d'aller relativement vite sur les slides pour laisser beaucoup d'espace aux questions-réponses parce que je pense que c'est la partie qui devrait être la plus riche. Et puis, on va parcourir donc cette nouvel ensemble réglementaire autour de la conformité cyber que sont DORA et NIS 2, gros sujet pour l'année qui vient. Donc, une rapide introduction, un point sur DORA et NIS 2, et puis on va faire un petit zoom sur la notion d'OSINT dans ces deux règlements. Et puis ensuite, on ouvrira sur d'autres approches autour de DORA et NIS 2. Alors déjà, un très rapide historique des normes. On n'est pas arrivé vers DORA et NIS 2 du jour au lendemain. Il faut bien voir que tout ce qui est menace cyber et numérique est parti de loin. Hein. On part de 2005 avec la première version de la norme ISO 27001 qui était très centrée sur le système d'information. Parce que, comme on l'a tous vécu, ça a commencé par les postes de travail avec l'antivirus. Après, il a fallu travailler sur des normes qui vont pouvoir valider ceux qui font les audits, ceux qui font les analyses. C'est ce qui a mené jusqu'à la norme PASI en 2013. NIS1 s'est concentré sur les acteurs de confiance et les OIV, c'est-à-dire ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale, hein, qui structurent notre pays. Et puis petit à petit, on a étendu, les normes se sont étendues pour prendre les écosystèmes. C'est le cas de DORA et NIS 2, c'est la grande nouveauté. Le monde financier. Donc les normes s'étendent et se durcissent en phase avec l'accélération de la numérisation. Et la petite nouveauté de DORA et NIS 2, c'est l'arrivée de l'OSINT, on va le voir dans ces normes, comme élément structurant des risques cyber. On peut passer à la slide suivante. Hop. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est l'ensemble des formations certifiantes dans le monde de la cyber. Donc, comme vous voyez, il y en a pléthore. C'est pour vous montrer aussi l'envers du décor. En phase avec les normes, il y a tout ce qui est certification des personnes qui vont pouvoir faire les analyses de ces normes. Donc, il y en a énormément, c'est très complexe. Et vous avez de gauche à droite les différentes typologies de normes qui vont sur de l'analyse du code source jusqu'à l'analyse des systèmes, jusqu'au process. Alors, il y a vraiment toutes les phases. Et plus vous montez dans le tableau, plus le niveau de compétence est élevé. Donc tout ça, ça existe depuis très très longtemps et ça s'est étoffé avec le temps. Donc en parallèle des normes, on a aussi tous des organismes de certification des compétences qui sont associés à ces normes. Alors maintenant, un petit zoom sur les normes. Là, je vais laisser parler Victor. Oui, bonjour, Victor Afour. Je m'occupe de la partie business développement, surtout chez Aleph. Un petit focus sur les normes parce qu'il y a deux notions. Déjà, il y a le règlement DORA
Donc, c'est un règlement, donc c'est déjà en vigueur. En réalité, c'est en vigueur depuis janvier de cette année et ça sera sanctionnable à partir de janvier 2025. Mais c'est quelque chose qui existe et est directement applicable tel qu'il est. Ça touche 20 000 entités du monde bancaire et financier au sens large, hein, que ce soit les banques, les fonds d'investissement, les opérateurs de monnaie virtuelle ou autres. Tout ça, c'est inclus dans le scope de DORA, plus les 15 000 fournisseurs IT des banquiers et assureurs. Donc, ça représente 35 000 entités. Il faut les mettre en place assez vite. Pourquoi puisqu'en fait, les banquiers et les assureurs sont des professions qui sont réglementées. Et en fait, l'application de la norme DORA fait maintenant partie de l'obtention et du maintien de la licence d'opération, c'est-à-dire que la sanction suprême qu'il pourrait y avoir en cas de négligence absolue en termes de cyber, c'est un retrait de la licence, c'est-à-dire un retrait de la possibilité de travailler. NIS 2, c'est légèrement différent. C'est une directive. Donc, qui dit directive dit qu'elle doit être transposée dans chacun des droits de chacun des États membres. En France, c'est prévu au calendrier parlementaire pour mai-juin de 2024. Quoi qu'il en soit, tous les États doivent la transposer au plus tard, au 17 octobre 2024, et ça sera appliqué dans la foulée. Qu'est-ce que dit cette loi? Je viens renforcer le grand nombre des opérateurs d'importance vitale avec tout un pan qu'on a connu pendant le Covid qui sont nécessaires, et donc on les intègre à cette directive. On pense à tout ce qui est logistique, à tout ce qui va être retail food, à tout ce qui va être les éboueurs, tout ce qui va être les eaux usées. Donc tout ça, ça rentre dans le scope typiquement de NIS 2, en plus des activités classiques qui étaient les banques, les télécoms, la santé et la sécurité, et l'énergie, bien sûr. Ça représente à peu près 200 000 entités avec un focus qui va être nécessaire, qui va être que les sous-traitants de ces entités qui doivent appliquer NIS 2 devront également appliquer NIS 2. Ou en tout cas, les entités qui auront des sous-traitants seront responsables de la conformité de leurs sous-traitants à la norme. Ça, c'est pour le côté applicatif. Ensuite, pour le côté sanctions, l'Europe a vraiment dupliqué ce qui a été mis en place avec le RGPD, avec des sanctions financières lourdes qui seront mises par les autorités de contrôle de chacun des pays, au même titre que ça existe pour le RGPD, plus des sanctions et des responsabilités personnelles des dirigeants. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas le détail de ces sanctions puisque chaque pays, dans le cadre de la transposition, détaillera le niveau de sanctions. Mais on va impliquer non plus un ou deux responsables IT ou DSI, c'est bien l'ensemble des dirigeants et des COMEX qui seront responsables à titre personnel. Voilà pour les deux grandes distinctions entre les deux, mais ça veut dire que à décembre 2023, c'est-à-dire dans 13 mois, ces deux normes devront être, en tout cas, mises en place dans leur totalité. Ça va être compliqué au vu du retard qu'ont pris les entreprises pour les appliquer et elles sont complexes. En tout cas, l'année qui arrive, 2024, est l'année de transition pour la mise en place de ces deux normes. Terminé, oui. Si tu peux passer le slide d'après. On l'a évoqué, hein, deux types dans NIS 2 d'activités avec une distinction des sanctions en fonction de votre secteur d'activité. Si vous êtes une activité essentielle ou si vous êtes une activité importante. Et vous voyez c'est un document du cabinet Wavestone. Vous voyez que tous les secteurs qui sont avec un petit point rouge sont des secteurs nouveaux par rapport à la norme NIS 1. Et on voit bien là l'ensemble de l'activité économique d'un pays, quasiment tous les grands groupes sont concernés par le cadre de NIS 2, y compris l'administration. Et puis, par construction, tous les fournisseurs vont être impactés par cette directive et donc s'y conforter. 10 grands points sous NIS 2. Hein, la principal enjeu, c'est quand même la cartographie des risques. Et une fois qu'on a cartographié des risques, ça va être les process de traitement de ces risques et d'alerte et de communication et les procédures de remédiation en fonction des incidents qui auraient été inventés ou anticipés à l'avance. Mais on parle bien d'un point de départ qui est la cartographie des risques. Et c'est bien là où, pour la première fois, la donnée
cause racine d'attaque vient prendre tout son enjeu, en particulier la donnée en dehors du système de l'organisation, en dehors du système d'information. J'ai mis le slide d'après. Bon, là, vous avez la liste des sociétés qui sont concernées par DORA. On voit bien que la totalité des sociétés qui sont dans le monde de la finance ou de l'assurance sont impactées directement, y compris les fonds d'investissement, les dépositaires centraux et les plateformes de négociation, mais surtout et aussi, en plus de ces deux mondes-là, tous les prestataires tiers de services, des technologies, de l'information et de la communication, ce qui est appelé TIC dans le langage de la directive. Peut-être le slide d'après. Voilà. DORA intègre aussi une notion de taille d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre entreprise, les obligations ne sont pas les mêmes. Pour faire simple, il y a du DORA très simplifié quand on est une toute petite entreprise ou une micro-entreprise. On va vraiment parler de gestion du risque de façon assez simple. En revanche, pour toutes les autres entreprises, il existe un nombre de tests qui sera nécessaire de faire au minimum une fois par an. Donc, que ce soit du pen test, que ce soit des tests divers et variés de solutions techniques. Et dans ces tests, pour la première fois, et c'est le premier règlement, il est imposé de faire de la source ouverte, du renseignement de source ouverte sur vos données pour pouvoir justement les cartographier. Donc, ce qui était jusqu'à présent qu'une bonne pratique devient maintenant un test obligatoire pour les 35 000 entités concernées par DORA. Donc voilà la liste des tests qui sont exigés au minimum une fois par an, à l'exception des petites entreprises et toutes celles qui sont concernées par DORA. On a parlé du point 2 de l'article 25 qui est l'analyse des sources ouvertes. Bien entendu, il y a aussi un certain nombre d'autres tests qui sont nécessaires à pratiquer une fois par an. Et ça veut dire que le marché de la cyber, par construction, va maintenant, et c'est notre vision, se centrer sur la liste de ces tests, puisque la norme va rendre, entre guillemets, certaines pratiques et certains outils et certains tests à mettre en place obligatoires. Les autres, n'étant pas dans la norme, ils seront facultatifs. Enfin, la norme est quand même très, très large. Vous voyez que les 10 tests balayent la quasi-totalité des bonnes pratiques que les experts connaissent en cybersécurité. Alors, là, sur ce schéma, on a essayé de simplifier pour avoir un schéma, étant donné que c'est une norme qui va impliquer les COMEX. Il fallait, dans le monde de la cyber, qui est peu lisible, il y a une diversité de produits et de solutions qui rend peu lisible pour un COMEX ce qui est nécessaire est important. En gros, on reprend un petit peu l'histoire à gauche. Vous avez les normes historiques comme ISO 27001 qui se sont centrées historiquement sur le système d'information, c'est-à-dire sur le conteneur, ici représenté par une baignoire, qui contient l'eau ici, qui représente la data. Donc, qui va comprendre en partie les pentests. Est-ce que j'arrive à faire des trous dans la baignoire pour exfiltrer de la data? Vous avez la partie flux toxique, flux maîtrisé, c'est-à-dire tout ce qui est analyse de flux. Je vais voir si dans mon SI, j'ai un flux sortant vers la Chine tous les jours à 4 heures du matin. On va considérer que c'est potentiellement un flux toxique et donc on va le filtrer. Et puis, ce qui est relativement nouveau, et c'est là où ces normes insistent beaucoup sur cette notion-là, c'est toutes les parties qui sont à l'extérieur du système d'information, alors que ce soit sur le web au sens large ou chez des fournisseurs qui aujourd'hui n'étaient pas considérés comme le système d'information. Et typiquement les tiers de confiance, avocats, commissaires aux comptes, service TIC, là où vous déposez vos données, vos SharePoint, enfin tous les services qui contiennent de la data, que ce soit des services humains ou IT. Et donc, c'est justement dans cette norme-là, on voit un gros changement de paradigme. On ne considère plus
aujourd'hui le système d'information ou la partie cyber comme un système, mais bien comme un écosystème qui embarque à la fois les fournisseurs et une vision data. C'est-à-dire, on n'est plus sur une vision technique du système d'information, mais il y a une orientation de la vision qui est data, et donc qui fait le pont avec la partie OSINT, parce que comme l'a dit Victor, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'attaque cyber sans data. Donc, une des manières très efficaces d'analyser et d'anticiper les risques cyber, c'est de se poser la question, quelles données est disponible pour les attaquants? Et donc, ce qui justifie tout à fait l'arrivée de la recherche en source ouverte dans l'analyse de risque dans le cadre de DORA et de NIS 2. Bon, alors le problème, c'est que dans la source ouverte, en particulier pour les sources ouvertes, que ce soit web ou réseaux sociaux, hein, on va aller regarder de l'information qui est parfois disponible et légale, aucun problème, qui est parfois disponible et illégale, ça commence déjà à poser un problème, et puis parfois de l'information qui est illégale et qui en plus, pour y avoir accès, vous fait commettre une pratique illégale. Donc, bien entendu, il n'est pas question de couvrir un risque pour rajouter un nouveau risque. Ça veut dire que dans le choix de vos prestataires, que ce soit de services ou de produits, vous allez devoir également prendre en compte la provenance de la donnée, une espèce de traçage de la donnée, ou en tout cas demander des comptes à votre fournisseur ou partenaire pour lui demander est-ce que ce que tu utilises comme données pour répondre aux besoins que je t'ai demandé est légal. Pourquoi? Parce qu'on tombe très vite, si on n'a pas mis des garde-fous et pas bien choisi, dans un risque de commettre un délit de recel de données. Recel de données parce que les données ont soit été volées, soit obtenues illégalement, soit sont contraires au contrat du fournisseur, de votre fournisseur qui lui-même vous a fourni ces données. Et donc là, vous vous exposez vous-même, organisation, à un nouveau risque alors que vous vouliez faire cela pour vous protéger. Les infractions sont réelles, sont nombreuses. On parle du RGPD, on parle du Code de la sécurité intérieure, on parle du Code pénal, on parle de règlement de la protection des bases de données en Europe. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des argumentaires juridiques au risque de vous retrouver vous-même en voulant bien faire dans une situation qui serait compliquée. Avec un petit focus, faire très attention aux fournisseurs OSINT étrangers, typiquement américains ou israéliens, qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations et donc qui risquent de vous embarquer dans un risque légal si vous utilisez ce type de service-là. Donc, faire très attention et bien demander à vos fournisseurs de recherche en source ouverte de démontrer qu'ils respectent bien la réglementation européenne et tout particulièrement française. Sous peine, comme le dit Victor, de rajouter un risque en essayant d'en couvrir un. Alors, très rapidement, pourquoi est-ce qu'on fait de l'OSINT? C'est-à-dire que là, on a mis en évidence quelques risques, risque de DDoS, risque de virus, risque de malware, brute force. Tout ce que vous avez ici nécessite ce qu'on appelle dans le monde de la cyber du renseignement d'intérêt cyber. C'est-à-dire que ça soit social ou technique. Par exemple, pour faire du DDoS, il faut vos adresses IP. Pour vous envoyer des virus, il faut arriver à pénétrer vos mails et vous cliquer sur le mauvais bouton ou à vous faire prendre une clé USB, donc il faut vous connaître. Les malwares, c'est la même chose. Brute force, il faut trouver les mires de connexion. On va retrouver tout ce qui est phishing. Pour faire un bon mail de phishing, il faut avoir des informations sur vous qui vous mettent en confiance. Typiquement, votre IBAN, des informations personnelles qui vont, quand vous allez recevoir le mail, vous mettre en confiance et vous faire cliquer sur le mauvais lien qui sera bien caché, qui va permettre
de vous injecter virus, malware ou choses en très forte augmentation depuis le début de l'année, des ransomware. Donc, il y a un effet cyclique. Plus il y a de données qui sortent de votre système d'information ou de vos fournisseurs, plus vous allez subir des attaques. En fait, malheureusement pour nous tous, pour les assaillants, c'est un cercle vertueux. Plus j'attaque, plus j'ai de données, plus j'ai de données, plus j'ai de possibilités d'attaque. Et qu'aujourd'hui, la meilleure façon, en tout cas une des façons de se protéger dans ce volet-là, bien sûr, ça n'exclut pas d'avoir tous les EDR, les XDR et les anti-phishing, mais si on veut traiter en amont, plus vite on a connaissance des données sensibles qui peuvent poser problème, à la fois des problèmes juridiques pour le patron de l'entreprise, quand les fiches de paye sortent, hein, il a la responsabilité des données numériques que ses salariés lui ont confiées, mais aussi des risques économiques. On l'a vu encore, une société boursière qui vient de s'effondrer cette semaine en bourse parce qu'ils se sont fait voler leurs données. Plus vous avez d'infos sur ce qui est dehors, plus vous allez pouvoir prendre des mesures de précaution et de bon père de famille qui ne coûtent pas très cher. Si vous avez des emails et des credentials qui sortent, vous allez pouvoir les blacklister, ou en tout cas blacklister certains mots de passe. Si vous avez des factures qui sortent, si vous avez votre IBAN qui sort, vous allez pouvoir informer votre comptabilité que s'il y a un appel, s'il y a des relances sur ce type de contrat, il faut faire 2 fois plus attention et il vaut mieux raccrocher et rappeler pour vérifier la provenance de la nouvelle facture ou de la promotion qui vous propose un discount. Donc voilà, il y a quelques applications qui sont assez simples mises en place, sous réserve qu'on connaisse les données qui risquent d'être utilisées par les assaillants. Alors, là, on va reparler de la recherche aux sources ouvertes parce que c'est un domaine très, très large. On a l'habitude de parler des OSINT, c'est-à-dire qu'il y a des OSINT cyber, des OSINT pour l'enseignement d'affaires, c'est une panoplie d'outils et de méthodes. Mais dans le cadre de DORA et NIS2, étant donné qu'on est au niveau de l'analyse de risque cyber, hein, on va pas se focaliser sur les réseaux sociaux ou les bases de données open data ou la presse, qui sont des OSINT, parce qu'on aura du mal à justifier qu'on fait de l'analyse de risque cyber en regardant ce qui se passe sur Twitter. La partie OSINT dans le cadre de DORA et NIS2, dans une démarche d'anticipation des risques, va plutôt se concentrer sur les domaines du web, donc Clear Web, Deep Web et Dark Web. Pourquoi ? Parce que tout particulièrement le Dark Web et une partie du Deep Web sont les endroits où sont déposées ces fameuses données. Aujourd'hui, on sait que 96% des ransomware déposent ces fameuses données dans le Dark Web. Donc, si on veut faire l'analyse de risque, il va falloir se préoccuper de ces zones-là et faire de la recherche en source ouverte dans ces zones-là. Il va être très difficile de justifier d'une bonne pratique DORA en termes d'analyse de risque auprès d'un contrôleur en faisant une analyse de risque à partir de ce qu'il y a sur de la presse. Par contre, la bonne pratique sera d'aller plutôt dans des zones où on va trouver ces fameuses données pour anticiper ces risques, cartographier ces risques et avoir des plans de remédiation qui vont permettre… Alors déjà, l'analyse va permettre d'anticiper le type d'attaque comme le dit Victor. On a des cas concrets, hein. On a nous-mêmes subi ce type d'attaque qu'on a pu prévoir, ou en tout cas anticiper. Et donc, c'est bien sur cette zone-là, sur les web, où on va pouvoir faire ce travail de recherche en source ouverte. Donc, la suite, on va vous faire… là, c'était vraiment assez technique. L'idée, le jeudi 21 novembre, c'est de travailler sur des cas d'usage qui vont être illustrés avec de la vraie data pour vous montrer un petit peu comment faire une analyse de risque avec ces éléments-là et pourquoi est-ce que cette analyse de risque, on sait que le normatif est assez pénible, mais on va vous démontrer pourquoi est-ce que c'est essentiel pour votre résilience cyber. Mais je crois qu'on va rapidement ouvrir aux questions. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre compte LinkedIn pour être au courant des nouveaux webinaires et des quelques news qu'on fait suivre sur LinkedIn.
vous serez au courant plus rapidement. Donc, Jemile, alors je pense que les questions, je crois que ça sera via le chat. Jemile, comment font les gens pour les questions? C'est le chat. C'est directement dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je regarde un petit peu. En attendant, Jemile, le support peut être distribué de mémoire et on va l'envoyer à qui souhaite l'avoir. Alors, je vais envoyer mon email dans le chat. Alors, il y a une excellente question auquel j'ai envie de répondre d'Hélène sur Nice 2. Alors, Nice 2, on ne va pas pouvoir répondre de manière ferme. On va pouvoir répondre sur Dora. Nous, on pense que Nice 2 va s'inspirer de Dora. Et effectivement, il va y avoir un sujet sur les services SaaS. Typiquement, je vais prendre le cas le plus dur, Microsoft. Comment, effectivement, on va pouvoir s'assurer que Microsoft respecte Nice 2? C'est un vrai sujet qui concerne les SharePoint, Office 365. Mais effectivement, il y a des questions à se poser sur ces aspects-là, mais sur Nice 2, je ne peux pas le dire, mais sur Dora, ça sera le cas, puisque ce sont des fournisseurs TIC. Donc, il va falloir effectivement se poser des questions, et j'ai des éléments de réponse, puisque typiquement, la politique de sécurité que vous mettez en place sur votre structure, notamment la classification documentaire, Microsoft n'a absolument aucune souplesse. C'est-à-dire que si vous externalisez vos documents sur une plateforme de Microsoft, que vous mettez en place une politique de sécurité et de segmentation des documents à risque, vous ne pourrez pas demander à Microsoft de respecter votre politique de sécurité. Et donc, plutôt que de dire c'est un problème, moi, je pense que ça fait émerger un problème. Après, je ne vais pas parler de remédiation, mais il va falloir effectivement se poser la question sur certains types de documents. Est-ce qu'il faut les laisser chez Microsoft, ou est-ce qu'il faut trouver un fournisseur SaaS en Europe qui lui aussi est soumis à NIS 2? Et je pense qu'effectivement, ça va rationaliser les… Peut-être ce que tu dis, Nicolas, est un des éléments de réponse. Et nous, on connaît, on va dire, des grands groupes bancaires, des assureurs, qui sont dans cette logique du multi-cloud et qui, en fait, en fonction de la sensibilité de leurs documents ou de leur connexion en SaaS de divers logiciels, vont et sont en train, en fait, de classifier en interne ce qu'ils ont en niveau de risque, un peu comme l'industrie de défense et la BITD a toujours su faire avec les niveaux de classification des documents qu'ils traitaient, et que ça va directement impacter peut-être des clouds très protégés, très souverains, ou des systèmes pour autres pour les données les plus sensibles, et peut-être que les données jugées moins sensibles, puisque NIS2, c'est aussi ça, c'est aussi la classification de vos propres données dans la gestion des risques, vont faire l'objet de renégociation d'un certain nombre de contrats. Et sans citer de nom, on a déjà entendu des grands groupes avoir des réflexions extrêmement violentes vis-à-vis de leurs prestataires actuels et des enjeux qui sont assez considérables en termes de volumétrie de transfert de données. Donc, il va certainement falloir ramener en Europe une certaine typologie de données sur des clouds européens qui sont conformes à la réglementation. Et effectivement, je rejoins Victor, on a 2 gros clients qui sont en cours de migration et qui sortent de chez Microsoft. Il y en a d'autres qui sont chez Amazon, où il y a la même typologie de problème, pour les ramener sur des clouds européens qui vont beaucoup plus facilement s'adapter à la norme européenne. Alors après, il ne faut pas non plus alerter. Ils vont très vite trouver des solutions pour répondre partiellement ou totalement à la norme.
ils expliquent déjà qu'ils sont souverains, donc je n'ai pas d'inquiétude sur leur capacité de répondre à la norme prochainement. Et c'est un des risques. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de sanctions à moyen terme sur ces enjeux-là. Le bouleversement et le changement est tellement énorme que ça va arriver par étapes. On estime et on envisage, nous, avec tous les gens avec qui on échange sur ces sujets-là, que ça prendra 3, 4, 5 ans à se mettre réellement et complètement en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire tout de suite. En tout cas, il faut y réfléchir et travailler sur vos points les plus sensibles. Mais ça va être comme le RGPD. C'est-à-dire que ce n'est pas le lendemain du RGPD, personne n'était parfaitement propre sur le RGPD et que les amendes sont tombées dans les 24 heures qui suivaient la parution au journal officiel. Il va y avoir un délai long, puisque le bouleversement est gigantesque, mais ça veut surtout dire que maintenant, il n'y a plus de raison de considérer qu'il n'y a pas de risque numérique et que je ne dois pas me protéger. Si je fais un comparable avec l'industrie d'il y a un siècle, on a construit des grandes usines sans tenir compte du risque incendie, et au fur et à mesure, on a obligé à gérer le risque incendie, et ça ne viendrait à personne l'idée de construire aujourd'hui une usine et de ne pas mettre de détecteurs de fumée, d'extincteurs et de procédures anti-feu. Et là où je pense la norme DORA va travailler sur l'intention, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer sa bonne foi, qu'il y a des études en cours, qu'il y a des actions qui sont prises et que d'année en année, on va vers une conformité. Ils sont bien conscients que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par contre, ne rien faire va, je pense, être très mal vu. Il y a vraiment cette notion d'intention de bien faire. Peut-être pour répondre à la question d'Hélène sur la question des clouds conformes. En fait, tous les clouds sont conformes. Ça dépend du niveau de risque de vos documents et du niveau de protection que vous voulez mettre en place en fonction de vos documents. Si vraiment vous avez du très, 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 très compliqué ou du très, très secret, bah c'est simple, hein. Il n'y a pas de cloud et il n'y a pas de connexion Internet. C'est du papier et c'est des coffres-forts. À l'autre extrême, si c'est de la donnée très grand public, voire public que vous retraitez, prenons l'exemple de Papers, qui traite de la donnée qui est volontairement mise à disposition par l'État français. Bah, à partir du moment où c'est totalement public, ça peut aller n'importe où. Même si on peut discuter du bien fondé que l'adresse des dirigeants soit exposée au monde entier, mais c'est une donnée qui est légalement publique, donc ça peut aller n'importe où sur n'importe quel cloud. Et vous avez exactement le même niveau d'exigence au niveau de vos prestataires, vos commissaires aux comptes et vos avocats qui traitent de la donnée sensible, vous allez devoir leur demander où vont les données. Et ça va être très intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets de conseil et de cabinets d'avocats qui, eux, ne sont pas directement soumis à la norme, mais il va falloir les challenger sur leur pratique et leur dire, c'est bien ce que vous faites, mais par contre, mes données stratégiques qui sont aux US, vous allez les ramener en Europe. Nous, on est DORA par construction et NIS 2. Bon, il se trouve que donc on a amorcé les démarches et c'est très bien compris par les prestataires. Ils ont bien compris que de toute façon, ils n'auraient pas le choix. Il va falloir qu'ils se mettent en conformité s'ils veulent qu'ils continuent à travailler avec des sociétés qui sont soumises à NIS 2 et DORA. Donc, ça se fait, mais on amorce et on accompagne nos partenaires aussi et nos fournisseurs sur cette partie-là. On ne leur demande pas de basculer du jour au lendemain. Nous, on a notre cabinet comptable qui a, suite à des discussions, on leur dit on n'a pas le choix, nous on est NIS 2, il va falloir que vous suiviez le mouvement. Et donc, ils ont un plan d'action qu'on suit avec eux et on s'assure qu'ils le suivent bien. Donc ça, c'est votre travail de vous assurer que vos fournisseurs font ce même travail. Donc, vous avez vu, il y a quelque chose il y a de la capillarité en fait dans ces normes. Alors après, est-ce que si mon fournisseur est certifié Secnum Cloud, est-il aussi en conformité avec NIS 2? Compliqué de répondre à la question parce qu'en fait, le NIS 2 n'est pas encore publié au journal officiel. Donc, on ne connaît pas l'ensemble des exigences
nécessaire. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un fournisseur est SecNumCloud qu'il a ou pas ou répondu à toutes les attentes de NIS 2. S'il est SecNumCloud et qu'en plus il vous dit qu'il peut justifier qu'il répond à toutes les attentes de NIS 2, aucun problème. Mais il n'y a pas une norme qui vient valider aujourd'hui que vous êtes NIS 2. Je prends un autre exemple. Si vous êtes ISO 27001 ou ISO 27000 pour les qui le sont, et c'est une norme très complexe à avoir, c'est pas parce que la norme ISO 27000 reprend un grand nombre d'éléments de sécurité que ça garantit que vous êtes NIS 2. Ce qui va garantir que vous êtes NIS 2, ça sera dès que ça sera publié au journal officiel, qu'on puisse valider ou pas si votre norme ISO 27001 plus votre norme et tous vos autres certifications couvrent l'ensemble du spectre de NIS 2. A priori, on a notre petite idée là-dessus. Il y a un certain nombre d'éléments de type la recherche de données extérieures en dehors du système d'information qui n'étaient dans aucune norme auparavant. Donc ça, typiquement, c'est une nouveauté. C'est dans la gestion des risques. Ça n'était pas pris en compte, ça l'est maintenant. Donc, les précédentes normes ne serviront de socle, on va dire, pour NIS 2, mais ne garantiront pas la complétude de NIS 2. Concernant les clouds conformes, je vais prendre 2 exemples français. Il y en a d'autres en Europe, hein, puis il y en a des plus petits, mais les 2 plus connus et les plus gros, encore une fois, ce ne sont pas les seuls. Hein. Vous avez Scaleway et OVH, qui aujourd'hui ont des clouds souverains qui sont localisés en France. Étant donné qu'ils travaillent aussi avec l'État, ils seront de toute façon soumis à ces normes. Puisque l'État l'est aussi. Hein. On rappelle que NIS 2, c'est aussi l'administration. Hein. Donc en fait, la facilité historique qu'on a tous fait, hein, il n'y a pas de, on pointe du doigt personne, c'est se poser effectivement cette question-là. Par quoi je remplace mon cloud non conforme? Et effectivement, il y a des solutions qui sont moins connues parce qu'ils font moins de pub et de communication. Mais vous avez bien, je vous en cite 2, hein, Scaleway qui a une offre cloud qui est en fait online, qui est en fait la partie pro de Free. Et vous avez OVH qui est plus connu, qui offre des services cloud, autant des services de serveurs virtuels que de stockage de données. Ils ont tout un pan de services de ce style-là. Et puis encore, il y a d'autres acteurs en Allemagne, et puis il y a des plus petits acteurs. Autre élément, vous pouvez tout à fait penser à un cloud privé. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre propre cloud. Alors, c'est une partie de réinternalisation, mais vous pouvez utiliser les facilités du cloud sur des solutions qui sont internalisées. Ça se fait très bien. Typiquement, sur du stockage de données, vous prenez des serveurs chez Scaleway et vous mettez une solution open source qui est gérée en interne qui va gérer votre cloud de données. Ça se fait. Alors, par contre, c'est vrai que c'est une réinternalisation partielle. Alors, je voudrais juste, s'il y a des RSSI dans la salle, je voudrais juste insister sur un fait, c'est-à-dire que vous n'êtes plus seul. C'est-à-dire que le fait que, en fait, historiquement, toute cette charge-là, elle pesait sur les RSSI et les DSI. Aujourd'hui, le fait que la responsabilité remonte au COMEX, et je fais des conférences, je fais des accompagnements de COMEX, et justement, l'idée, c'est vraiment de responsabiliser la partie COMEX. Et j'insiste beaucoup sur le fait que ça ne peut pas être le seul RSSI qui est en charge de cette responsabilité. On se retrouve aussi, donc ça c'est important, ça veut dire qu'en fait, je croisais des RSSI avec des grosses cernes, c'est-à-dire que là, il va y avoir du budget, il va y avoir des équipes, parce que maintenant c'est le COMEX qui est responsable, c'est plus que le DPO et le RSSI. En termes juridiques, hein, je parle.
Donc ça, c'est très important et je pense que c'est structurant pour vos travaux. L'autre élément qui est important, c'est en termes de business. Aujourd'hui, on s'est retrouvé de plus en plus sur la réglementation quand on est en face d'achats de grands groupes qui sont et qui vont être soumis à NIS 2, qui sont des OIV. On se retrouve en face de la conformité, c'est-à-dire que les achats, typiquement, nous, on fait du roseau, hein, comme vous le savez, enfin de l'OSINT, on se retrouve de plus en plus avec les achats qui nous demandent de justifier que ce qu'on fait est légal. Et ça, c'est assez nouveau, hein. C'est un petit peu le Far West il y a 2 ans. Et là, aujourd'hui, c'est en train de remonter aussi au niveau de la conformité. Donc, c'est vraiment en train de se structurer. La principale problématique, c'est que ça va aller vite. Et il faut effectivement le prévoir. Alors, pour répondre effectivement aux normes, trop de normes, on est d'accord, il faudrait faire des fusions de normes. Je suis tout à fait d'accord. Les autorités proposent des labels de classification. À un moment donné, il va falloir savoir que imaginez que les autorités de contrôle vous diront telle société est labellisée A, B, C, D, et vous savez que A, ça répond à toutes ces normes-là, B, ça répond partiellement à d'autres. Voilà, il y a plein d'idées qui sont sur la table, mais on rejoint votre avis. Même pour nous, gérer ça, c'est très complexe. Donc, une des solutions politiques, et on va dans ce sens, c'est d'arriver à faire de la fusion de normes qui permet d'éviter d'avoir 15 projets, 15 contrôles. Typiquement, ISO 27001, vous retrouvez des éléments dans NIS 2, dans DORA, et donc on pourrait tout à fait, et on est souvent consulté par l'ANSSI sur ce sujet, et à chaque fois, j'insiste pour dire qu'il faudra un référentiel d'action et de test qui soit référencé pour éviter d'avoir 400 pages à lire, à synthétiser et à mettre en œuvre. Donc là, il y a un effort de rationalisation de ces différentes normes à faire, mais l'histoire fait que, vous connaissez la France, hein, et l'Europe, c'est pas mieux, on accumule les lois, on accumule les normes sans prendre le temps de les rationaliser à un moment donné. Mais effectivement, il y a des intersections entre ces normes, hein, et heureusement qu'il y a des intersections. Mais ISO 27001 ne sera pas suffisant pour couvrir DORA. Mais au lieu de lister 25 trucs dans DORA, on pourrait mettre ISO 27001 dans DORA, plus des ajouts, ce qui rendrait beaucoup plus lisible tout ce système de normes et générerait un petit peu moins de travail, surtout pour les juristes. Après, le coût de la mise en œuvre de la norme, tant qu'il est inférieur au coût de l'attaque et des conséquences de l'attaque, on peut considérer que ça reste bienfaisant. Nous, ce qu'on voit, c'est que toute donnée à l'extérieur, je dis bien toute donnée, est utilisée pour des attaques. C'est systématique. Donc, l'autre penchant de refuser totalement les normes, c'est de subir des attaques. Et le nombre de structures aujourd'hui qui sont tuées à cause de ces attaques croît énormément. Je vous prends le cas j'aime bien le cas de l'alcool au volant. On a un risque, il faut éviter de conduire avec un taux d'alcoolémie fort. On peut partir de ce principe. Sinon, on peut mettre en danger soi-même, une autre personne ou ses finances si je casse la voiture. On s'est rendu compte que si on ne mettait pas de contrôle de police, les gens, ils conduisaient en état d'alcoolémie. Donc, si on refuse la norme, il est interdit de, et donc j'ai du contrôle, le coût pour l'État et pour les personnes est supérieur au coût du contrôle. Donc, il y a un arbitrage à faire entre la raison, la norme et les pénalités. Mais je vous rejoins, ça devient difficilement lisible. Et encore, vous ne les avez pas toutes citées. Et il est très probable que certaines se contredisent parfois aussi. Par contre, je vais devoir vous laisser.
Jemile vous enverra le lien vers le replay. Et puis, n'hésitez pas à envoyer un email à Jemile. Elle a mis son email dans le chat pour recevoir les slides. On vous enverra les slides. Merci à vous. Merci. Merci Jemile, merci aux participants. Bonne journée, Bonne journée. Et courage à vous pour la mise en place de ces normes. Il y a du boulot.